êtes sur l'atelier donc utilisation et vous allez voir successivement 3 types de valorisation de ce fabuleux maïs. Peut-être certains connaissent un bouquin qui s'appelle Fabuleux maïs. Et ce que l'on veut montrer au travers de cet atelier, c'est les différentes possibilités qu'offre le maïs, de la récolte du maïs fourrage, donc la plante entière qui est tige plus feuilles plus épis, que l'on va récolter pour nourrir les animaux, les vaches laitières en l'occurrence, et c'est ce que vous montre un peu ce poster ici, puisqu'ici vous avez une représentation des surfaces maïs fourrage qui est une strate qui se superpose avec les zones de production laitière. Et comme on l'indique en bas de poster, il y a 70% du cheptel qui est nourri et qui produit du lait à partir des maïs fourrage. Et quand on va chercher ce maïs fourrage, c'est la partie énergie qui va intéresser l'éleveur. Et on va tout mettre en œuvre pour récolter au bon moment une plante qui va apporter, qui va être le stock d'énergie pour tout l'hiver pour nourrir les animaux. Et cette année par exemple, c'est même avant l'hiver que les éleveurs s'y sont intéressés lorsqu'on se trouve sur la zone centre où le maïs va être moyen de venir assurer le fourragement des troupeaux laitiers lorsque le manque d'eau s'est fait sentir. Donc en France, c'est quand même 1,5 million d'hectares de maïs fourrage, donc c'est un travail important qui est fait pour mieux connaître ce maïs fourrage, mieux le caractériser. Et quand on s'intéresse à caractériser ce maïs fourrage, c'est sous l'angle de sa composition chimique et de sa valeur énergétique, puisque ce que l'on va chercher à optimiser, c'est le stockage et la conservation d'une plante pour nourrir les animaux. Et cette valeur énergétique est dépendante de la proportion d'amidon que l'on aura à la récolte, au moment de la récolte. Et c'est la raison pour laquelle vous entendrez toujours parler d'une récolte recommandée aux alentours de 32% de matière sèche de l'ensemble, de façon à ce que le grain se soit suffisamment rempli. Puisque ce remplissage du grain va assurer l'amidon de source énergétique. Et l'autre copartie de la plante, tige plus feuille, va être un facteur important aussi par rapport à un animal qui a besoin d'une ration alimentaire, qui va avoir des unités d'encombrement et qui va devoir respecter des équilibres pour éviter des perturbations digestives. Autrement dit, si notre maïs a très bien fonctionné, très riche en amidon, on aura une teneur en amidon très élevée, c'est très intéressant, mais à ce moment-là, il faut aller chercher des sources complémentaires et qui seront des sources cellulosiques pour ne pas dépasser un niveau d'amidon trop élevé. Cet amidon, lorsqu'il est trop élevé, entraînant des acidoses, on fait la panse d'un animal. C'est une grosse machine avec un consortium bactérien qui, s'il est déséquilibré dans un pH trop acide, ne fonctionne plus correctement. Et à l'inverse, et c'est là que le maïs devient fabuleux, si on a un maïs qui est trop faible en amidon pour les raisons de conditions climatiques, de conditions de culture, d'itinéraire technique, l'éleveur dispose, lorsqu'il est en voie humide, de la possibilité de rapporter, de compléter la valeur énergétique en cherchant du grain humide. Donc ça, vous le verrez sur l'atelier suivant. C'est-à-dire que l'éleveur laitier qui a l'habitude d'utiliser le maïs fourrage, s'il veut encore apporter un peu plus d'énergie dans sa ration, peut la compléter avec du maïs grain humide qu'il aura récolté, et à ce moment-là, il apportera que de l'amidon. Donc, si on est trop faible, et c'est l'objet du poster qui suit, on va prendre le risque de ne pas avoir assez d'énergie et de se trouver confronté à des animaux dont la ration ne couvre pas les besoins et l'animal va puiser sur ses réserves, on va avoir des problèmes de phénomène d'amaigrissement. C'est là que le maïs offre la possibilité de compléter avec des grains seuls que l'on ira chercher un peu plus loin. En fait, sur un plan pratique, l'éleveur a son maïs fourrage autour de l'exploitation, il a un maïs un peu trop faible, il va chercher des grains plus loin, et à chaque fois qu'il transporte 1 mètre cube de grains, il transporte des valeurs énergétiques très élevées. Lorsqu'il va chercher de la plante entière, pour chaque mètre cube, il transporte beaucoup moins de matière sèche, et 3 fois moins. Et donc la complémentarité est totale. Et à l'inverse, s'il a un maïs qui est très bon, c'est pas grave du tout, il sait le gérer de façon à réduire les risques d'acidose. Vous voyez que ce maïs, à bien le connaître, il offre une source énergétique de choix pour l'alimentation des vaches laitières, et de choix qui est une réalité, c'est-à-dire que dans une ration vache laitière, lorsqu'on distribue 23 kg de matière sèche, 80% de l'énergie est apportée par le maïs.
ce maïs qui est totalement identifié. Dans la traçabilité, dans l'itinéraire technique, c'est aussi intéressant pour le producteur de pouvoir maîtriser sa chaîne alimentaire. Et ensuite, sur la protéine, ce n'est plus que la moitié qui est assurée par le maïs. Mais vous voyez que le maïs aussi apporte phosphore et calcium. Et donc, dans ces éléments d'apport, les travaux que nous menons ont pour objectif d'identifier les hybrides de façon à bien caractériser pour permettre de donner des éléments d'aide à la décision à l'éleveur qui choisira l'hybride qui lui apportera la partie tige plus feuille la plus digestible possible, mais en ne perdant pas de vue que si c'est trop digestible, c'est moins ligneux, et si c'est moins ligneux, les risques de vers s'augmentent. Là, vous faites le tour. Les variétés qui ont versé sont certainement celles qui ont le moins de lignine et donc les plus digestibles. Mais il y a un compromis à trouver. Et l'autre élément, c'est d'avoir des matières premières qui donnent des hybrides qui vous donnent un pourcentage de grains intéressant pour en faire la valeur énergétique. Mais si on ne s'intéressait qu'à la partie économique, on aurait à peu près tout dit à ce moment-là. Il y a d'autres composantes qu'il faut introduire et qu'il faut prendre en compte et qu'on prend de plus en plus en compte tous. C'est l'impact qu'a une production sur l'environnement. Et donc ce poster ici vous présente ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. C'est-à-dire qu'au-delà de l'intérêt économique, on va prendre en compte toutes les composantes qui entrent en jeu dans la production, du semis, donc travail du sol, le tracteur dont on a besoin, les remorques, tout ce qui sera nécessaire à la réalisation de la production laitière, par exemple. Et on va regarder ce que sont les consommations primaires d'énergie, donc énergie fossile. On va regarder l'impact sur l'environnement traduit en quantité de gaz carbonique rejeté. Et on va regarder aussi l'impact sur l'environnement de par la quantité de phosphore qui est rejeté et qui contribuera à l'eutrophisation de l'environnement, du milieu. Et ces différents éléments, donc ça veut dire combien on a consommé d'énergie pour fabriquer la remorque en ferraille, combien on a consommé d'énergie pour faire du ciment, etc., tout ce qui compose. On va le réunir et on va arriver à un bilan qui est représenté ici par ces histogrammes, où on peut voir que sur la consommation d'énergie primaire fossile, la part la plus grande en jaune correspond à ce qui est consommé par l'utilisation des machines. C'est ce à quoi on pense directement quand on discute de la production. On sait qu'il faut tant de litres de fuel pour un tracteur, pour le séchage, et on dit les formes humides sont mieux. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut regarder tout ce qui va avec. Mais sur la production de ces surfaces maïs, on a également ici un bâtonnet qui est l'eutrophisation. Et lorsqu'on regarde la courbe orange, ça correspond à l'apport des fertilisants. Autrement dit, quand on fertilise des maïs, on peut avoir un impact important par la proportion de phosphore qui est rejeté. Mais l'autre élément intéressant que l'on peut prendre en compte et qui est travaillé en permanence, c'est la complémentarité de ce maïs avec les productions animales. Parce qu'en fait, ces hectares de maïs qui nourrissent les animaux peuvent valoriser de façon très forte les effluents animaux, les fumiers qui vont venir fertiliser le maïs. Donc, dans l'équilibre, dans ce bilan ici, suivant que l'on soit producteur et qu'on ait des intrants uniquement sous forme minérale, on n'aura pas du tout le même impact que si on est éleveur et qu'on valorise les effluents d'origine animale et les fumiers. C'est-à-dire que l'apport azoté et l'apport phosphore d'un fumier, bon après il faut prendre en compte les effets année, vont venir compenser les niveaux de rejet d'éléments si on est dans des conditions intrants extérieures. Donc une complémentarité très forte de ce maïs qui permet de nourrir les animaux, mais qui va permettre aussi de valoriser les effluents d'origine animale. Dit autrement, quand on a fabriqué ou produit 1 kg de lait, 1 kg de viande, ben on ne se débarrasse pas des effluents, mais on aura pour objectif de les valoriser sur la culture qui suit.